Alors je lance. Juste une petite question. Allez-y. Du coup, comment ça se passe? Les enfants arrivent dans le Teams ou comment ça se déroule? Oui, alors du coup, euh, est-ce qu'il y a une jauge? Est-ce que c'est vous qui me dites et je peux faire rentrer en fait au fur et à mesure les personnes si, Il n'y a pas si- de souci, hein, vous pouvez y aller. On a l'habitude de gérer 400-500 personnes en même temps, il n'y a pas de Ah problème. bon, alors, tout va bien. Les gens vont donc arriver, vont pouvoir arriver au fur et à mesure. Ok, merci beaucoup. Moi, je reviendrai du coup en fin de votre rendez-vous pour couper l'enregistrement. Ok, merci. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Du coup, dans l'attente des participants, peut-être qu'on peut déjà lancer un écran du style le sujet. Ouais, merci, Anthony. Juste pour vous dire que j'ai aussi laissé ouvert le chat, hein. Ok, parfait, merci. En fait, je pensais qu'il y avait déjà des participants. Du coup, l'enregistrement, j'aurais pu le lancer un peu après. Pas de souci, hein. On attend, dans tous les cas, on va attendre 5-10 minutes le temps que tout le monde arrive et on démarre l'atelier. Très bien.
On va démarrer. Les autres participants et participantes nous rejoindront en cours de route du coup. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cet atelier. Donc aujourd'hui, on va faire une session d'une heure de code. Donc je suis Dipti Gender, je suis la présidente de l'association EMMA, qui est une association qui travaille sur la diversité dans la tech. Et aujourd'hui, on va pouvoir coder un jeu en JavaScript, comme vous pouvez le voir sur l'écran de Anthony qui est en train de partager. On va pouvoir coder un jeu qui s'appelle Casse-Brique en JavaScript. Donc, si vous n'avez jamais fait de programmation, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un jeu qui va être codé dès le début, dès les bases de la programmation. Donc, pas de panique là-dessus. On n'attend pas de vous d'avoir des connaissances en programmation. On va vous accompagner tout au long de l'atelier. Avant de commencer l'atelier, je vais juste faire un petit rappel des règles. Donc, ça a été dit à l'instant. Si vous avez des questions tout au long de l'atelier, merci de bien utiliser le chat. Donc, merci de bien poser vos questions par chat afin qu'on puisse dérouler l'atelier dans l'heure en question. Tout au long de l'atelier, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont intervenir et qui vont pouvoir présenter le code qui doit être produit pour réaliser ce jeu. Donc écoutez bien ce qu'ils sont en train de dire. On va pouvoir revenir sur les explications. On va pouvoir vraiment rentrer en détail sur des notions qui ne sont pas claires pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et à nous interrompre. Aucune question n'est bête. Donc vraiment, allez-y. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vais donc tout de suite passer la main donc, à Anthony qui partage déjà son écran. Alors, Anthony, est-ce que tu peux légèrement descendre sur le sujet, s'il te plaît? Voilà. Merci. Donc, je voulais juste vous faire une petite historique du jeu Casse-Brique, hein. C'est un jeu d'arcade. Peut-être que vous le connaissez. C'est un jeu qui date quand même de 1975 et à l'époque, lorsqu'il y avait les téléphones en noir et blanc, on avait souvent ce jeu sur nos téléphones où on essayait de rattraper la balle sans la faire tomber. Et lorsqu'on faisait tomber la balle, en fait, on perdait. On perdait le jeu, donc l'objectif étant de faire rebondir la balle pour qu'elle casse un maximum de briques. Et c'est vraiment ça qu'on va vous apprendre à faire aujourd'hui de manière très ludique. Anthony, est-ce que tu peux continuer à descendre, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, on va vous donner un lien dans quelques instants qu'on vous demandera d'ouvrir. Ce lien va contenir l'éditeur de code qui va vous permettre de coder aujourd'hui. Donc, bien entendu, vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Tout est déjà hébergé en ligne. Donc, vous allez juste avoir à cliquer sur les liens qu'on va vous partager dans le chat. Alors, pour commencer, hein, je vais demander donc à Delphine de partager le lien de l'éditeur de code dans le chat afin que vous puissiez ouvrir l'éditeur de code et on va l'ouvrir ensemble avec Anthony. Une fois que vous avez bien le lien, vous l'ouvrez de votre côté. Merci beaucoup. Donc, je vois que le lien a bien été posté dans le chat. Donc, je vous demanderai de bien vouloir cliquer sur ce lien et il va y avoir l'éditeur de code qui va être disponible. Alors, je t'invite donc, Anthony, à également cliquer sur le lien de l'éditeur. Merci. Donc, Anthony est en train de partager son écran et comme vous pouvez le voir, l'éditeur de code apparaît sur son écran. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de faire la même chose, c'est-à-dire de cliquer sur le lien de l'éditeur de code. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez ouvert le lien, des fois ça peut charger un petit peu, donc on vous laisse le temps de charger votre page. Alors, une fois que vous êtes sur le lien, tout en haut à droite, vous avez le menu Settings. Donc, j'invite Anthony à cliquer dessus. Voilà, on vous demanderait de changer votre layout. Pourquoi? Tout simplement afin que l'espace de travail sur lequel nous allons coder soit le plus simplement compréhensible et qu'il n'y ait pas 36 000 fenêtres qui viennent interrompre la session. Donc, votre layout de base doit être en tab. On vous demande, s'il vous plaît, de le modifier et de le passer en classique. Donc, vous avez juste à cliquer sur l'éditeur layout classique. C'est ce que Anthony est en train de montrer à l'écran. Merci, Anthony.
Est-ce que tu peux fermer les settings? On vous laisse une petite seconde pour changer le layout. Alors, pendant que vous changez le layout, on va juste rapidement vous présenter l'éditeur de code. Donc, comment marche cet éditeur de code? Vous voyez en bas à droite, il y a une fenêtre blanche. Cette fenêtre blanche, en fait, c'est là où vous allez voir le résultat de votre code, c'est-à-dire tout le code que vous allez écrire et le output apparaîtra sur ce carré blanc. Donc, typiquement là, on voit une petite balle qui se trouve ici. Et on va pouvoir faire rebondir cette balle une fois qu'on aura produit le code nécessaire. Là, je vais demander du coup à Anthony d'aller tout en haut. Tout en haut, parfait. Donc là, vous avez un HTML et un CSS. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. On va plutôt aller sur le volet JavaScript. Et exactement, donc juste en dessous, juste à côté de l'onglet blanc, vous avez donc un certain nombre de lignes de code qui sont écrites. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, ne les effacez pas. On a écrit un certain nombre de lignes de code exprès pour vous afin de vous éviter, puisque l'heure en question étant assez court pour faire tout le jeu. Donc, on a en avance prédéfini un certain nombre de fonctions, un certain nombre de variables qui vont pouvoir vous aider à réaliser ce jeu de manière assez rapide et assez fluide. Donc, dans cette partie-là, c'est là que vous allez écrire le code avec nous. Donc, je rappelle, hein, à chaque fois que quelqu'un présente une partie du code et est en train de coder, donc Anthony va coder devant nous et à chaque fois, il va y avoir un encadrant qui va pouvoir lui expliquer quoi faire. Donc, à ce moment-là, faites bien attention que vous devez écrire ce code en même temps que nous et vous devez du coup nous écouter pour pouvoir au mieux comprendre ce code. Dernière petite chose, donc une fois qu'on a écrit un certain nombre de codes, bah, il va falloir le tester. Et pour le tester, comment ça se passe? Bah, tout simplement en haut à gauche, exactement, merci Anthony. Donc vous avez le bouton Run. Ce bouton va nous permettre de exécuter le code et de voir si le résultat attendu est correct et c'est bien ce que nous voulions faire dans ce jeu-là. Donc ce bouton Run va nous être essentiel pendant tout au long du jeu et c'est très important donc de comprendre à quoi ça sert. Merci Anthony. Est-ce que tu peux rebasculer rapidement sur le sujet? Merci. Alors, on va descendre. Donc, vous avez vu et tout un certain nombre d'ordres à suivre dans le sujet qu'on va y venir d'ici quelques instants. Tu peux descendre, hein, Anthony. Tu peux y aller, tu peux y aller. Alors, parfait. Donc là, à présent, on va commencer, hein. On va commencer par coder notre première fonction. Et pour ça, donc, je vais passer la main tout de suite à Alexandre. Alexandre, est-ce que tu m'entends? Oui, Parfait, Alexandre. Donc, dis-nous par quoi on va commencer, qu'est-ce qu'on commence par faire et c'est quoi l'objectif des fonctions qu'on va coder à l'instant. alors la première fonction, ça va être donc drawBricks, ça va être pour afficher les briques dans notre écran. La deuxième va être pour mettre à jour la nouvelle position de notre balle, donc en fonction du rebond sur la raquette. Donc on va mettre à jour sa position. Et la troisième, du coup, va être une fonction qui, du coup, va vérifier si la balle a bien touché une brique. Et donc, nous allons la détruire si la collision a lieu. On va commencer par d'abord les afficher. Et donc, du coup, Anthony, si tu peux nous montrer l'éditeur. Voilà, en gros, l'idéal sur la petite fenêtre blanche qu'on a en bas à droite de notre écran, ce serait de diviser l'écran en tableaux à 2 dimensions, où nous aurions d'abord des lignes, et dans chaque ligne, nous aurions plusieurs colonnes. Et c'est comme ça que nous allons afficher les briques. Donc la première fonction voilà, dans laquelle Anthony est, c'est drawBricks. Donc on va commencer par dire que nous aimerions parcourir les lignes de notre tableau. Donc pour ceci, on va faire un for, donc en anglais tant que. On va faire un for, voilà, et donc on va ouvrir les parenthèses, Anthony. Et à l'intérieur, on va définir une variable, donc var en Java, voilà, var. Et on va l'appeler y ou y pose, la position de y, voilà, ouais, égale 0 pour l'initialiser. Et donc on met point virgule.
Donc là, en fait, dans la première partie de notre for, on a défini une variable qui est égale à 0. On met un point-virgule, voilà, et ensuite, on va du coup faire yPos, donc la variable que nous avons définie précédemment, et avec le petit signe inférieur, strictement inférieur, on va récupérer la variable brick, row, oui, avec un R en majuscule, count, avec un C majuscule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir notre tableau de briques tant que la position en Y où nous sommes est inférieure au nombre maximal de briques en ligne. Donc ensuite, après le point-virgule, on va faire yPos plus égale 1. Voilà. Donc là, ce qu'on fait du coup, c'est que à l'intérieur du for, donc ce qu'on va mettre après, à l'intérieur de cette condition-là, la variable y va s'incrémenter à chaque fois qu'on a vérifié toutes les conditions à l'intérieur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à l'intérieur de ce for, maintenant qu'on parcourt toutes les lignes, voilà, on ouvre les brackets, voilà, les petits crochets, et à l'intérieur, on va en faire un deuxième for, pour cette fois-ci parcourir les colonnes, et pas les lignes. Voilà. Donc à l'intérieur, on va définir au lieu de yPos, par exemple, xPos. On va faire var xPos, oui, égale 0 aussi, puisque nous voulons l'initialiser à chaque fois qu'on rentre dans le for. Et après le point-virgule, on va du coup, pareil, vérifier la variable xPos, qui, cette fois-ci, doit être inférieure à, du coup, brick colonne count, avec un C en majuscule. Voilà. Colonne, C-O-L-U-M-N, oui, colonne count, C-O-U-N-T, voilà. Voilà, et donc maintenant, ce que nous avons vérifié, c'est si la position X où nous sommes est inférieure à la position maximale de nos briques. Donc là, ça va être en fonction de la taille de l'écran, dans ce cas-là. Et du coup, après le point-virgule, on va incrémenter, donc augmenter la valeur de xPos de 1. Voilà, donc on fait xPos plus égale 1. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a deux for, donc deux tant que, mais à la suite, où nous allons vérifier ligne et colonne, brique par brique, tout notre écran, et là, dans ce cas-là, les afficher. Donc à l'intérieur de notre for, Anthony, on va faire une condition si, donc if. Voilà. Et là, du coup, nous devons vérifier si la position en x et y est égale à 1. Donc, on va faire if, entre parenthèses, voilà, bricks. Bricks, c'est notre tableau de briques. Donc, on va ouvrir les crochets pour avoir accès aux lignes. Et on va faire xPos. Voilà, donc là, on va avoir accès à la ligne de briques. On va prendre une seule ligne. Et on va mettre un deuxième crochet, où cette fois-ci, du coup, on va s'intéresser à la colonne en particulier. Et ce sera yPos. Voilà. Donc on ferme le deuxième crochet, et une fois qu'on a ça, du coup, on a accès à la brique sur laquelle on est en parcourant notre écran. Et on va vérifier du coup si c'est bien une brique, donc si elle n'a pas été encore détruite. Et ça, on va le savoir avec le point, donc pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur de la brique. Et on va appeler la variable status. Status, voilà. S-T-A-T-U-S, voilà. Et on va vérifier si la brique est bien existante. Donc on va faire égal pour avoir son état. Et on va faire 1 pour vérifier si la brique existe. Voilà. Donc si le status est égal à 1, alors on fait quelque chose. Alors que fait-on si la brique existe? L'idéal à l'intérieur, ce serait de nouveau d'ouvrir voilà, des crochets et d'appeler une fonction qui est déjà faite, hein, donc vous n'avez pas à la faire, une fonction qui va display la brique sur laquelle nous sommes actuellement. Donc on va appeler la fonction displayBricks, voilà, avec B majuscule. Et à l'intérieur, du coup, nous allons ouvrir la parenthèse et lui passer un paramètre, en premier xPos, donc la position en X sur laquelle nous sommes dans notre condition, et la position en Y. Voilà. Je t'interromps juste 2 secondes, Alexandre. Oui.
Rapidement, Delphine vient de mettre dans le chat de nouveau le lien vers l'éditeur. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à cliquer sur ce lien-là et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est l'éditeur de code sur lequel nous sommes en train de coder et on vous invite donc à l'ouvrir pour coder avec nous en même temps. Donc, je vous invite à cliquer sur ce lien et vous allez tomber sur la même page que celle que Anthony est à présent en train de partager sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à ouvrir le lien et surtout, comme je l'ai dit, posez bien vos questions dans le chat. Je sais qu'on est allé un peu vite là. Si vous avez vraiment des questions pour Alexandre sur une explication qui n'est pas claire, n'hésitez pas à rebondir. Il pourra réexpliquer si besoin. Oui, bien entendu. Eh bien, là, du coup, sur ce que Anthony a déjà écrit, normalement, on devrait pouvoir avoir les briques qui s'affichent sur notre écran, en bas à gauche. Donc voilà, Anthony va lancer le run. Et voilà, nous avons les briques qui s'affichent. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous dire voilà, si vous avez des questions déjà sur la partie-là, avant qu'on avance sur la prochaine partie. Peut-être, Alexandre, tu pourrais Oui. juste réexpliquer rapidement ce que tu viens de faire, s'il te plaît. Ok, Juste bien entendu. Ok. Donc dans le premier for, donc dans la fonction drawBricks, on a défini une première fois un for, donc une boucle, qui va parcourir toutes les lignes de notre tableau de briques. Donc là, comme Anthony nous a montré le résultat, on voit qu'il y a 3 lignes. Donc on va parcourir 3 fois le premier for. Donc yPose vaudra au maximum 3. Donc sur ces 3 lignes, on va avoir un deuxième for à l'intérieur, qui lui, cette fois-ci, va parcourir colonne par colonne. Donc là, vraiment brique par brique. Donc on va voilà, voir que chaque brique a une coordonnée en X et une coordonnée en Y. Et à partir de ça, on va pouvoir du coup les afficher si elles existent. Donc les deux premiers forts, donc les deux premières conditions pour parcourir notre tableau de briques, vont elles servir vraiment à avoir la valeur et la coordonnée de notre première ou de notre énième brique. Et ce qu'il y a à l'intérieur de nos deux forts, donc le if, lui va vérifier si la brique existe. Et si oui, on va l'afficher avec une fonction qui est voilà, déjà toute faite et prête pour vous. Donc voilà ce que nous avons fait. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez du mal. Donc on va pouvoir enchaîner sur la prochaine partie. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'était comment afficher les briques sur notre écran, donc en utilisant deux boucles, l'une imbriquée dans l'autre pour avoir bien les lignes et les colonnes, et en utilisant à la fin une condition, un if, pour vérifier que la brique qu'on veut afficher n'est pas détruite. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cet atelier, c'est-à-dire comment mettre à jour la position de la balle pour qu'elle puisse avancer sur notre écran et que du coup nous puissions jouer avec. Donc pour cette partie-là, je vais laisser la main à Anthony qui va vous présenter du coup le code. Oui, donc du coup, maintenant on a nos briques qui s'affichent, voilà. Mais la balle ne bouge pas, donc c'est ce qu'on va s'occuper, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va aller dans la fonction update ball position. Et donc à savoir que la balle aussi a des coordonnées X et Y, et du coup la vitesse de la balle, elle, va avoir des coordonnées dx et dy. Donc on va commencer par dire que la valeur, la position de la balle, en fait, va être l'addition de la position, en fait, ça va être la position x plus la vitesse x de la balle. Et ensuite, la y va être égale à la position y plus la vitesse y. Donc, et c'est comme ça qu'on va faire bouger notre balle. Donc là, si on appuie sur Run, on voit que notre balle, elle bouge. Voilà, voilà, tout simplement.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, étant donné que c'était une partie très rapide, est-ce que peut-être tu peux la réexpliquer Ok, une dernière ok. fois? Donc, en fait, notre balle va avoir deux valeurs, une position X et une position Y. Et donc, il va avoir aussi deux vitesses qui vont lui être attribuées, une vitesse X et une vitesse Y. Et du coup, pour calculer la nouvelle position de la balle, on va ajouter à la valeur X, on va faire X plus la vitesse X. Et en Y, on va faire Y plus la vitesse Y. Très bien, donc c'était la deuxième partie pour mettre à jour la position de la balle et qu'elle puisse se déplacer. Fonction très simple, hein, où il s'agit juste d'ajouter la vitesse de la balle à ses coordonnées actuelles. Donc on va pouvoir passer à la troisième partie, où cette fois il va falloir pouvoir détecter que notre balle rentre en collision ou non avec les briques qu'on a affichées au début pour pouvoir les détruire ou pas. Donc pour cette partie-là, je vais passer la main à Kevin, qui va vous présenter cette partie. Bonjour. Alors, on va pas vraiment vérifier si ça a été si la balle touche, parce qu'en fait, did collide with brick, c'est une fonction qui prend en paramètre du coup brick et qui est appelée à chaque fois que la brique elle-même est touchée. Donc en fait, plutôt, on va définir ce qu'on fait quand une brique est touchée. Donc aujourd'hui, on va commencer par décider de ne plus afficher la brique. Donc aujourd'hui, une brique, c'est un objet qui contient qui contient un statut qui, lorsqu'il y a 1, on a dit qu'on affichait la brique. Et donc, quand elle a 0, en fait, la brique n'est pas affichée. Donc là, on va pouvoir faire brique.statut égale 0. Et donc, si là, tu décides de refaire run, par exemple, pour tester, on va pouvoir voir que alors, si tu fais run, ça n'a pas dû bien fonctionner. Hop là. On va pouvoir voir que nos briques arrêtent de s'afficher. Donc c'est ce qu'on veut, mais bon, dans un jeu de briques, on veut aussi pouvoir que la balle revienne, ne traverse pas la brique. Donc rebondisse sur la brique. Donc pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est modifier sa direction dans le sens vertical. Donc aujourd'hui, la direction dans le sens vertical, c'est fait par DY. Donc ce qu'on va faire simplement, on va inverser la direction dans le sens vertical. Donc on va faire DY égale DY fois moins 1. Donc là, si on essaye, on devrait voir normalement notre balle rebondir. Donc on a quasiment un jeu de briques complet, mais comme vous pouvez le voir, on a le score qui reste à 0. Aujourd'hui, dans un jeu de briques, en fait, le score, en tout cas nous, pour notre jeu de briques, le score va simplement être égal au nombre de briques qu'on a cassées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre que score, on va simplement l'incrémenter de 1, donc score plus égal 1, ça va ajouter 1 à score, à chaque fois que du coup qu'une brique est touchée. Donc là, si on essaye avec run, on devrait voir le score augmenter. Et donc maintenant, on a un jeu de briques complet. Et on a gagné. Donc on a fini le jeu de briques. Si quelqu'un a des questions ou si quelqu'un veut que je répète, qui n'hésite pas à l'écrire dans la conversation. Je veux bien, Kevin, tu reprends ta partie, tu reprennes tes explications, s'il te plaît. Merci. Ok, donc on va revenir ligne par ligne. Donc la fonction didCollide with brick prend un paramètre brique et en fait est appelée à chaque fois que la brique est touchée par la balle. Donc, pour décider que la brique est cassée, on va lui mettre son statut à 0. Donc on fait brique.statut égale 0. C'est la première ligne. Mais ensuite, ce qu'on veut aussi, c'est que la balle rebondisse sur la brique.
Donc pour ça, en fait, on va inverser la direction verticale de la balle. Et donc on va faire que dy, qui est sa direction verticale, est égal à dy fois moins 1. Donc en fait, on inverse la valeur. Et enfin, pour chaque brique que l'on touche, on veut ajouter on va ajouter 1 au score pour pouvoir connaître en fait, le nombre de briques actuellement détruites. Donc pour ça, on va simplement faire score plus égal 1. Et donc ça va ajouter 1 à la valeur du score. Est-ce que tu pourrais rerun, Anthony, s'il te plaît? Merci, donc le jeu a l'air de bien fonctionner. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? N'hésitez surtout pas, si on est allé trop vite sur une partie, on peut la reprendre. Vous pouvez nous écrire dans le chat s'il y a des points qui vont pas ou s'il y a une partie qui est peut-être trop compliquée. On va faire une dernière passe sur chaque partie, comme ça on est sûr que c'est bien compris. Est-ce que Anthony, tu peux revenir sur le code de la première partie et je vais demander du coup à Alexandre de nous refaire une explication rapide, mais ligne par ligne. Du coup, comme ça Anthony soulignera chaque ligne que tu seras en train d'expliquer pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Merci. Ok. Alors, du coup, on va avoir en vertical l'axe des Y et en horizontal l'axe des X. Et en fait, les briques qu'on a vues s'afficher sur l'écran d'Anthony sont en fait, en quelque sorte, un tableau en 2 dimensions, 2 briques, et c'est comme ça qu'on va les parcourir. Du coup, en fait, il y a 2 forts, donc 2 boucles, dans lesquelles on va parcourir, avec les coordonnées X et Y, chaque brique qui va s'afficher sur notre écran. Et en fait, on va voir les valeurs brick row count et brick column count qui vont être nos valeurs maximales de colonnes et lignes pour notre tableau de briques. Et une fois qu'on aura du coup ces deux boucles pour parcourir notre tableau, on va à l'intérieur vérifier du coup avec la variable yPose et xPose. Donc à chaque brique à l'index xPose et yPose, on va vérifier si la brique existe. Donc avec le status, donc le point status, on va du coup accéder à l'état de la brique au moment où on la vérifie. Et si elle est bonne, donc si son statut est égal à 1, on va l'afficher avec du coup une fonction déjà prête qui va nous afficher la brique, donc brique par brique. C'est pourquoi en fait on a besoin d'une boucle pour afficher toutes les briques, et à chaque fois qu'on trouvera une brique qui existe, on va du coup la display. Voilà, c'est ainsi que ça fonctionne. Merci Alexandre. Anthony, je te passe la main. Oui. Du coup, alors, ma partie, c'était celle pour actualiser la position de la balle. Donc, la balle a 2 positions, une position X et une position Y, qui correspondent à la position en hauteur et en largeur. Et du coup, à ces variables-là, il y a 2 autres variables qui sont la vitesse de X et la vitesse de Y. Et du coup, pour actualiser la position de la balle, on a juste à additionner la position actuelle à la vitesse de la balle. Du coup, par exemple, pour avoir un nouvel X, on fait le X actuel plus la vitesse en X. Et pour avoir un nouveau Y, on fait la position Y actuelle plus la vitesse de Y. Voilà.
Et du coup, on va laisser Kevin pour la réexplication de la dernière partie. Donc, la dernière partie, on va en fait la fonction didColledWithBrick, qui prend en paramètre brick, elle va être appelée en fait à chaque fois qu'une brique est touchée. Et donc, ce qu'on va faire dans cette fonction-là, c'est qu'on va faire 3 choses. On va d'abord commencer par casser la brique. Donc, pour ça, c'est la première ligne, c'est brique.statut égale 0. Lorsque une brique a un statut 1, on va l'afficher en fait, c'est la première fonction qu'on fait. Et quand on met un statut 0, en fait, on casse la brique. Et donc on décide de ne. En fait, on casse la brique et donc elle disparaît. Ensuite, on va faire que la balle rebondisse. Donc pour ça, en fait, la direction de la balle, en fait, verticale, elle est définie par dy. Et donc on va simplement inverser dy en faisant dy fois -1. Donc ça va inverser la valeur. Et donc le résultat de ça, c'est que la balle va rebondir dans le sens où elle va passer de monter à descendre ou de descendre à monter. Et enfin, pour chaque brique que l'on casse, on va ajouter 1 au score. Le but étant d'arriver du coup au score de 15 quand on a cassé toutes les briques, pour compter le nombre de briques qu'on casse et avancer là-dessus. Merci beaucoup, Kevin. Donc, avant qu'on passe à la dernière partie où on vous remet vos certificats, petite question, Kevin, tu voulais rajouter autre chose, pardon? Comme il reste un peu de temps, je me disais qu'on pouvait essayer de faire un bonus. Je réfléchissais, et ce que je me dis, c'est qu'on peut faire par exemple peut-être un bonus pour accélérer la balle quand elle touche une brique, ce qui est possible. Donc pour ça, en fait, comme on a vu, la vitesse est définie par dx et dy. Donc quand on va être dans didColledWithBrick, il faut qu'on puisse accélérer du coup la balle. Donc pour ça, en fait, on va faire que on va vérifier avec un if déjà si dx est positif. Donc if dx est supérieur ou égal à 0. Donc en fait, supérieur ou égal à 0, ça s'écrit chevron droite égal. Donc ça, en fait, ça vérifie. On va rentrer dans la fonction if, enfin dans le statement if quand dx est supérieur ou égal à 0. Donc dans ce cas-là, on va faire que dx, on va y faire plus égal 1. Donc ça va accélérer dx. Et on va faire la même chose on va faire un else. Donc quand en fait on est inférieur, on va faire moins égal 1. Donc l'idée derrière ça, sauf qu'on va faire en fait ça, là j'ai dit dx, mais on va faire ça que pour les. Donc c'est plutôt dy moins égal 1. Et c'était des dy aussi, parce qu'en fait on veut pas que la balle aille plus sur la droite ou la gauche, on veut que la balle aille plus vite vers le haut ou vers le bas. Donc on peut essayer et voir ce que ça donne. Donc là si tu fais run, je promets rien parce que ça devrait accélérer. Ce qu'on a vu. Donc, tu vois la balle aller beaucoup plus vite et ça rend le jeu un peu plus dur. Est-ce qu'on peut accélérer un peu plus? Parce que là, quand même, c'est... Il a déjà perdu de vie, hein, mais on pourrait accélérer tout simplement plus en disant que l'accélération aujourd'hui, c'est la valeur 1, c'est celle qu'on a donnée. On pourrait mettre une valeur 1.5. Je pense que ça devrait fonctionner. Quoique pas sûr. 1.5, pas sûr, puisque à voir comment c'est fait. Donc peut-être tout simplement 2, une valeur entière. Donc pas. Ouais, ici. Donc si on mettait 2 et 2, ça irait encore plus vite. Donc c'est un bonus assez simple qui réutilise les fonctions du coup if, donc le fait de vérifier. Donc on voit que si dy, puisqu'on rappelle que la vitesse ça peut être positif ou négatif selon si on monte ou on descend. Donc si on est positif, on veut aller encore plus vite vers le haut, donc on fait plus égal 2. Et si on est négatif, c'est le else. Donc ça veut dire juste dans le cas où en fait on n'est pas tombé dans le if, et bien si elle est négative, on veut aller encore plus vite vers le bas, donc on retire -2. Et donc on ressoustrait -2.
Merci Kevin. Est-ce que tu es bon sur ton bonus? Oui. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur le bonus, n'hésitez pas. Je pense que c'est un bon bonus qui nous a permis de voir comment accélérer la balle. C'est vrai que lorsqu'on joue à des jeux de ce type-là, au bout d'un moment, on s'ennuie puisque la vitesse reste toujours la même. Et donc, je pense que c'est important. Plus on avance dans les levels, plus la vitesse devient de plus en plus, enfin, accélère de plus en plus. Donc, c'est toujours bien de savoir comment mettre en place ce type de bonus. Donc, merci Kevin. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez nous poser vos questions à tout moment. On va pouvoir donc passer à la dernière partie de cet atelier. Donc, sur cette dernière partie, on va donc vous remettre en fait un certificat de réussite pour avoir bien suivi cet atelier, avoir réussi cet atelier. Donc, pour ça, je vais demander à Anthony d'aller merci, sur le lien certificat.emma.org qui va être posté dans le chat dans quelques instants par Delphine. Donc Delphine, je te laisse mettre l'URL du certificat afin qu'on puisse l'ouvrir en même temps. Donc vous allez avoir l'URL qui va t'arriver dans quelques instants. Merci. Donc on vous invite à cliquer sur cette nouvelle page, donc certificat.emma.org. Une fois que vous êtes sur ce lien-là, donc vous allez avoir la même page que Anthony qui va s'afficher, comme vous pouvez le voir sur l'écran de Anthony. Donc on vous laisse une petite seconde pour l'ouvrir et ensuite on continue. J'espère que vous avez tous réussi à ouvrir le lien. Donc à présent, nous arrivons sur cette plateforme-là. Donc on va pouvoir récupérer votre certificat personnalisé avec votre nom, prénom. Donc là, on va dans un premier temps vous remettre également dans le chat l'atelier du code parce que c'est un code unique pour cet atelier. Et donc je laisse Delphine donner le code dans le chat également. Je vois que Kevin a mis le code de l'atelier. Merci. Donc, comment ça se déroule? Tout simplement, on va le faire ensemble. On va récupérer le certificat ensemble. Donc, j'invite Anthony à taper son prénom et son nom de famille, ainsi qu'à copier-coller le code de l'atelier qui a été posté dans le chat. Merci. Donc, vous faites la même chose en même temps que nous. Effectivement, n'oubliez pas de bien prendre le bon code de l'atelier pour éviter des erreurs, puisque sinon, vous n'allez pas pouvoir accéder à votre certificat. Donc, une fois que vous avez fait comme Anthony, vous avez mis votre nom, prénom ainsi que le code de l'atelier, on vous invite donc à cliquer sur « Valider ». Une fois que vous avez cliqué sur « Valider », donc je vais laisser Anthony cliquer sur « Valider ». Merci. Donc, une fois que vous avez cliqué sur valider, vous attendez quelques secondes. La page suivante va s'afficher. Merci Anthony. Et donc là, je vous demanderai quelques instants d'attention, s'il vous plaît. Donc là, le certificat qui apparaît devant vous, c'est le certificat personnalisé avec le nom, prénom de Anthony. Vous avez également la date de l'atelier ainsi que le sujet casse-brique, comme vous pouvez le voir en JavaScript, qui apparaît sur le certificat. Donc, lorsque vous voulez télécharger votre certificat, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton bleu qui se trouve en dessous et vous cliquez dessus et vous allez avoir votre certificat qui sera téléchargé directement sur votre ordinateur. Vous pouvez à tout moment, et on vous le recommande si vous le souhaitez, nous partager des photos de vous en train de tenir le certificat ou en train de coder et nous pourrons effectivement les relayer sur nos réseaux sociaux. En parlant des réseaux sociaux, tout en haut, je vous invite, s'il vous plaît,
à bien nous taguer lorsque vous partagez des photos comme ça pour que nous, on puisse relayer. Vous pouvez nous taguer où vous souhaitez, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, où vous voulez, afin que nous puissions relayer et nous puissions également voir que l'atelier vous a plu et que vous vous êtes bien amusé lors de cet atelier, que vous avez surtout appris des choses et que vous avez surtout appris que la programmation est accessible par n'importe qui et il suffit juste de se donner un peu les moyens de se former. Et c'est quelque chose de très ludique et très facile une fois qu'on a compris comment marchent les boucles, les conditions, donc tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vu avec nous aujourd'hui. Je vais juste demander à Anthony de descendre un peu plus bas sur la même page. Parfait. Vous avez vu en dessous du bouton bleu, les certificats sont téléchargeables pendant encore 24 heures. Donc, au bout de 24 heures, vous n'aurez plus accès à votre certificat. Donc, autant le télécharger dès maintenant pour éviter donc, des problèmes de ce type-là. À tout moment, vous pouvez nous contacter en utilisant l'adresse email que je vais copier dans le chat à l'instant. Donc paris@emma.org. Si vous avez des questions, peu importe, si vous voulez nous faire un retour sur cet atelier, donc on sera ravis de répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas. On espère vraiment que l'atelier vous a plu et que vous avez appris des choses et on espère qu'on n'est pas allé trop vite. Si c'est le cas et qu'il y a des notions qui ne sont pas claires, vraiment, vous pouvez nous poser des questions dès maintenant, parce qu'on va vous laisser 5 minutes si vous avez des questions, ou nous contacter directement par email sur paris@emma.org. Donc maintenant, c'est à vous. On va vous laisser prendre vos questions si vous en avez pour nous. Je vais peut-être couper l'enregistrement. Ça marche, Frédéric. Pardon. Ouais, non, je sais, c'est marqué Frédéric, mais c'est Jean-Marc. Il n'y a pas de souci. Oui. On est là encore 2-3 minutes s'il y a des questions, mais oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Ça marche.